Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle conférence en ligne organisée par VK, cette fois-ci en partenariat avec Comundi. Aujourd'hui nous accueillons Cyril Grenon qui est chef de la mission gestion déléguée des établissements pénitentiaires en charge de l'externalisation pour le compte du ministère de la Justice, et Antoine Alonso Garcia, avocat associé au cabinet Alonso Maillard. Tous deux interviendront à la conférence d'ouverture du Grand Forum des marchés publics organisé par notre partenaire Comundi du 1er au 5 décembre, et dont Frédéric Papon, qui représente Comundi, nous touchera deux mots en fin de la conférence. Donc aujourd'hui, nous allons traiter de la transposition partielle des nouvelles directives européennes. Avant de vous laisser la parole, messieurs, quelques petites précisions techniques pour nos auditeurs. Donc au cours de la conférence, vous pourrez poser vos questions via l'onglet questions sur la droite de votre écran dans l'interface GoToWebinar. Nous tâcherons d'y répondre dans la mesure du possible au fil de l'eau dans la présentation, mais surtout au cours d'une séance de questions-réponses à la fin de la présentation. Donc surtout ne vous déconnectez pas trop vite, puisque sinon vous rateriez cette séance de questions-réponses. Si d'aventure vous aviez d'autres questions concernant les marchés publics une fois la conférence terminée, vous pouvez toujours les poser sur le forum de VK, à l'adresse www.vk.fr/forum/. Je répète, www.vk.fr/forum/. Sachez enfin que cette webconférence est enregistrée et donc nous vous ferons parvenir le lien vers l'enregistrement dans les jours à venir. Voilà, messieurs, je vais vous laisser la parole dans quelques secondes, le temps d'activer votre micro. Bonjour à vous tous. Donc je me présente, donc Cyril Grenon. Donc j'animerai avec Maître Alonso cette webconférence, qui est un exercice nouveau pour moi et pour nous d'ailleurs. Donc on voudrait pardonner un peu les erreurs que nous pourrions commettre dans cet exercice. Alors l'actualité donc de la commande publique aujourd'hui est matérialisée par l'adoption du décret 2014-1097 du 26 septembre 2014 qui transpose donc de manière anticipée les directives communautaires. Alors pour traiter cette actualité, nous avons souhaité diviser notre propos en trois temps. Un premier temps qui sera consacré à un rapide rappel en fait du contexte réglementaire, de son évolution, histoire de retracer, de recontextualiser en fait les sous-jacents en fait de cette évolution. Puis nous traiterons des capacités des candidats, de l'évolution en fait introduite par le décret, et enfin nous traiterons évidemment du contrat du partenariat d'innovation, excusez-moi, donc pour à la fois en déterminer les conditions d'éligibilité et pour en tracer les lignes directrices en matière de modalités de passation. Alors concernant l'évolution du cadre de la commande publique, tout d'abord, un préalable, donc un rapide rappel du cadre juridique nous a semblé nécessaire pour comprendre en fait l'évolution à proprement parler et les conséquences de l'adoption des directives communautaires. Puis évoquer la question du processus d'adoption rapidement, et enfin voir quels seront les jalons en fait de cette transposition en droit interne des futures directives communautaires. Sur le cadre juridique, il s'agit ici pour nous juste de rappeler en fait l'ordonnancement juridique général des règles de la commande publique qui explique très largement les évolutions réglementaires que nous vivons aujourd'hui et qui ne sont finalement que le début en fait d'un processus, je dirais, législatif de transposition plus globale qui interviendra sur les exercices 2015-2016. Alors, juste pour rappeler que le Code des marchés publics transpose bien évidemment les principes et les règles en fait issus des directives communautaires, qui elles-mêmes transposent les règles et les principes issus donc de l'accord sur les marchés publics, donc adopté dans le cadre de l'OMC. Bon, accord qui d'ailleurs fait l'objet de quelques révisions actuellement, qui devraient être adoptées prochainement. Les directives communautaires ont donc fait l'objet d'une adoption par le Parlement, le 15 janvier 2014, une adoption de ces directives par la Commission au mois de février, une signature au 26 février, une publication au JO au 28 février 2014 et une entrée en vigueur au 18 avril 2014. Donc ces directives communautaires je dirais, abroge les précédentes directives 2004-17 et 2004-18, donc en matière soit de secteurs spéciaux, soit de marchés publics traditionnels, pour faire simple,
avec une nouveauté, l'adoption d'un dispositif spécifique en matière de contrat de concession. Je rappellerai rapidement les conditions de transposition ou les modalités actuelles de transposition des directives communautaires, hein, juste pour introduire finalement l'évolution majeure qui interviendra dans les prochains mois, probablement. Je rappelle que les directives communautaires sont pour deux typologies d'opérateurs transposées soit dans le Code des marchés publics pour l'État et les collectivités et leurs établissements publics, pour faire simple, hein, et pour les autres pouvoirs adjudicateurs, donc par le biais d'une ordonnance, l'ordonnance du 6 juin 2005, donc modifiée. Alors, ceci étant rappelé, il convient de noter en fait que le processus de transposition des directives communautaires est un processus qui va intervenir par phase et que le décret adopté au mois de septembre 2014 ne constitue finalement qu'une transposition accélérée de mesures phares, mais ne constitue finalement que la première phase ou la première étape d'un processus législatif ou d'une évolution globale des règles de la commande publique qui risque d'être un peu plus profonde. Donc, les directives communautaires entrées en vigueur au 18 avril 2014 devront être transposées dans leur intégralité au plus tard. Il faut que tu bouges, Antoine. Donc au plus tard, le 18 avril 2016, on dispose d'un délai de 2 ans pour transposer ces directives communautaires. Le décret va transposer deux orientations majeures, le décret de 2014, une première en matière de capacité et introduire la procédure un peu phare d'innovation, le partenariat d'innovation. Alors rapidement pour dire que les phases probablement, alors on le voit sur le support relatif. Donc l'ensemble du dispositif relatif au marché public pris dans une acception large, hein, puisque ici on y comprend à la fois les marchés publics qui aujourd'hui relèvent à proprement parler du Code des marchés publics, mais aussi les marchés publics qui relèvent de l'ordonnance de 2005, mais aussi plus largement l'ensemble des contrats de partenariat qui aujourd'hui font l'objet d'une multitude de textes spécifiques ou généraux d'ailleurs avec l'ordonnance de 2004 qui devraient pour cet ensemble, pour ce corpus, être intégrés dans un dispositif législatif donc à l'horizon 2015. Donc encore une fois, le décret que nous voyons aujourd'hui n'est finalement qu'une transposition accélérée d'une partie, en fait, d'une toute petite partie, finalement, des directives communautaires de 2014. Le deuxième évolution du corpus législatif sera évidemment la transposition de l'ensemble des textes aujourd'hui régissant les concessions, donc dans le cadre d'un dispositif législatif unique. Donc voilà pour le cadre et le contexte général de cette transposition. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'appréhender, je dirais, la première orientation, qui est celle, en fait, de la transposition des règles de simplification, disons, des modalités de sélection des candidatures. Merci. Merci bien Cyril. Donc oui, nous allons donc aborder le premier aspect de ce décret qui concerne donc les règles concernant les candidatures. Et donc 3 points ont été modifiés par ce décret concernant les candidatures. On va peut-être commencer par le point le plus, j'allais dire, opérationnel immédiatement, qui concerne les capacités financières et surtout cette nouvelle réglementation introduite par l'article 58.3 qui concerne le plafonnement du chiffre d'affaires annuel exigible. Alors, pour dire rapidement en 2 mots l'évolution de cette réglementation, c'est que le décret transposant sur ce point la directive communautaire fixe désormais, et c'est assez rare pour être souligné car le Code des marchés publics, comme vous le savez, n'aime pas trop en fait fixer des seuils, hein, on le voit pour la problématique entre autres des avenants. Et là, pour une fois, j'allais dire, la réglementation va un peu se mouiller, si je peux me permettre ce terme, et va donc fixer un seuil. Et ce seuil est le suivant, c'est que désormais, les acheteurs publics ne peuvent pas exiger, sauf cas dérogatoire qu'il faudra justifier, ne peuvent plus exiger plus de 2 fois le chiffre d'affaires
annuel en termes de capacité donc, financière. C'est-à-dire que concrètement, lorsqu'on passe un marché, pour apprécier donc, la capacité financière d'un candidat, on ne peut pas aller au-delà de 2 fois donc, le chiffre d'affaires annuel. Alors ce point me semble assez important. Pourquoi ? Parce que nous avons donc différentes techniques d'achat public et certains acheteurs, alors je ne sais pas d'ailleurs, ce serait intéressant d'avoir la position de Cyril là-dessus, mais certains acheteurs donc exigent parfois 3 fois, 4 fois le chiffre d'affaires annuel pour s'assurer donc de la capacité financière de la société donc à exécuter donc le marché. Donc, ce seuil, je le trouve relativement bas. Bien entendu, on comprend la volonté du pouvoir réglementaire et donc de l'Europe, c'est donc de permettre et de faciliter donc l'accès des PME à la commande publique, car le seuil est donc relativement bas. Alors, bien entendu, là c'est plus l'avocat qui parle, mais on voit déjà donc les soucis que ça peut engendrer. Les soucis que ça va engendrer, c'est que vous avez sûrement pu donc le constater à l'heure actuelle. J'allais dire la guerre des référés précontractuels porte essentiellement sur la problématique des candidatures. L'idée donc d'une société évincée étant souvent donc d'essayer de démontrer que la société qui a été retenue alors qu'au niveau des candidatures, elle n'avait pas la capacité suffisante pour exécuter le marché. Et l'idée, bien entendu, dans le cadre du référé précontractuel qui pourrait être développé par un candidat évincé, ça va être d'essayer de démontrer que le candidat qui a été retenu n'avait pas cette capacité suffisante, n'avait pas ce chiffre d'affaires annuel suffisant pour exécuter le marché. Alors, on a de plus en plus de référés de ce type-là, développés par les candidats évincés, étant donné que ces informations sont facilement communicables. Il suffit d'aller sur les sites d'infogreffe et autres pour obtenir donc le chiffre d'affaires annuel d'une société et de vérifier par rapport à l'objet du marché si elle a la capacité suffisante ou pas. Concernant aussi ce premier point donc, de modification concernant les candidatures, on peut également souligner le fait que le décret s'est attardé sur la problématique des marchés à bon de commande et des accords cadres, en nous disant clairement que lorsqu'on est en accord cadre ou en marché à bon de commande, ce seuil se calcule par rapport au montant des marchés à bon de commande ou de l'accord cadre qui sont susceptibles d'être exécutés de manière simultanée. Mais on peut remarquer qu'ils ne se sont pas attardés sur la problématique des lots. Donc la question est ouverte, savoir donc comment on apprécie la capacité financière d'un candidat lorsqu'on passe en marché à l'OTI. Est-ce que c'est par rapport, a priori oui, je dirais, par rapport au nombre de lots susceptibles d'être attribués donc à ce candidat. Alors, je ne sais pas, peut-être que Cyril a une petite observation concernant ce seuil de 2 fois le chiffre d'affaires annuel par rapport à sa maison. Alors, moi, d'un point de vue opérationnel, cette mesure, alors c'est un avis strictement personnel, qui n'est ici motivé que par, je dirais, l'avis des marchés, en tout cas des miens. C'est une mesure qui, finalement, pour moi, traduit une orientation sous-jacente depuis de nombreuses années, c'est-à-dire une ouverture en fait des marchés publics avec, très large, avec une restriction des modalités de sélection des entreprises au stade des candidatures. Donc, d'un point de vue strictement opérationnel, cette mesure, pour moi, n'est pas constitutive d'une révolution en tant que telle, plus une évolution, une dévolution. Alors, le chiffre d'affaires, la réglementation ne ferme pas totalement la porte, néanmoins, à des seuils qui seraient supérieurs. Et je pense qu'il ne faut pas s'interdire de fixer potentiellement des seuils supérieurs, alors avec une obligation bien sûr de motivation pour des questions de continuité de service et de garantie de continuité de service en fait. Voilà pour le point de vue un peu opérationnel sur la chose. Alors, pour finir sur ce point-là, on pourrait aussi donc également souligner que de nouveau la réglementation se focalise énormément sur la passation, en favorisant, et on peut comprendre, l'accès des PME à la commande publique, mais que c'est vrai que ce seuil de 2 fois peut poser des problèmes d'exécution, bien entendu. On ne pense pas suffisamment à l'exécution des contrats, mais que l'acheteur public doit avant tout bien sûr veiller à ce que le candidat sélectionné soit réellement capable d'exécuter son marché.
Deuxième point important, ce qui concerne donc l'aspect candidature, c'est bien entendu, alors là c'est plus une évolution, je vais appeler une évolution peut-être à moyen terme, c'est ce qui concerne donc l'allègement du dossier de candidature. Alors allègement du dossier de candidature qu'on retrouve donc sur deux aspects. Le premier aspect, c'est peut-être l'aspect le plus opérationnel pour les candidats, c'est la possibilité donc de ne déposer qu'une seule fois pour plusieurs procédures lancées par le même acheteur public, donc de ne déposer qu'une seule fois donc les documents liés à la candidature. Alors on pense surtout aux liasses fiscales et sociales, mais peut-être plus d'ailleurs je pense au dossier de référence, au dossier de présentation. Parce que pour les liasses fiscales et sociales, finalement, étant donné qu'on est obligé d'avoir des documents qui sont régulièrement mis à jour, tous les 6 mois, toutes les années, pour démontrer qu'on est en situation donc réglementaire assez régulièrement, c'est plutôt peut-être sur le dossier de candidature, j'allais dire référence, présentation de la société, que cet aspect est important. Donc possibilité de ne déposer ce dossier de candidature qu'une seule fois, pour des marchés similaires lancés par le même acheteur public. Alors ça, c'est vrai que c'est une mesure plutôt bien vue, bienvenue donc pour les candidats. Il faut bien entendu que l'acheteur public l'ait prévu dans son règlement de consultation. C'est pour ça peut-être que c'est une évolution à moyen terme, parce qu'il faut bien entendu que les acheteurs publics rentrent dans le jeu et permettent aux candidats donc de bénéficier donc de cette possibilité. Avant de passer donc la parole à Cyril sur cet aspect-là, présentons rapidement le deuxième aspect donc de ce volet allègement du dossier de candidature. C'est la possibilité donc cette fois-ci pour les candidats donc de ne plus envoyer leurs attestations fiscales et sociales, mais simplement de dire à l'acheteur public qu'il peut se les procurer sur des sites, on va dire, officiels. Alors là aussi, c'est une évolution peut-être à moyen terme, parce qu'encore faut-il que ces sites officiels donc soient, j'allais dire, alors j'ose pas dire mis à jour ou lancés, mais en tout cas soient généralisés pour permettre en effet, et c'est je pense le sens de l'évolution de la réglementation, l'évolution c'est que bien entendu, ce serait donc maintenant bientôt à l'acheteur public d'aller se procurer auprès donc de l'ensemble des partenaires publics et sociaux l'ensemble des attestations donc d'honorabilité, comme on dit, et de régularité donc des candidats. Peut-être un retour d'expérience là-dessus pour Cyril, en sa qualité d'acheteur public. Alors, un retour d'expérience, c'est un peu tôt. Une chose est sûre, c'est que ces mesures me semblent aller dans le bon sens. Le bon sens pour les candidats, certes, mais aussi le bon sens pour les opérateurs publics. Sous réserve néanmoins qu'on dispose des éléments ou des bases de données suffisamment accessibles et qu'on soit une véritable mesure de simplification aussi pour l'administration. Je rappelle que la gestion des dossiers de candidature et notamment de l'ensemble des pièces administratives et fiscales des candidats reste quand même une phase non pas compliquée mais chronophage pour les équipes et donc consommatrice en fait de personnel. Donc voilà, donc c'est plutôt une bonne chose de mon point de vue. Donc à voir maintenant si les expérimentations aujourd'hui menées aboutiront rapidement pour nous permettre une mise en œuvre en fait réelle de ces mesures. Alors sur le partenariat, donc puisqu'il me revient d'introduire en fait cette thématique, donc c'est la transposition d'une procédure particulière en fait nouvelle qui traduit à la fois, je dirais, les deux orientations en fait des directives communautaires, à la fois la simplification, mais aussi l'encouragement de l'innovation et derrière tout ça en fait je dirais favoriser l'accès des PME donc à la commande publique. Alors ce partenariat d'innovation, première chose, ce que l'on peut dire c'est que antérieurement l'innovation donc avait été encouragée à nombreuses reprises par un certain nombre de dispositions, soit par la possibilité qui était la nôtre de rédiger nos cahiers des charges en termes performantiels, c'était le mécanisme des variantes, c'était aussi, je dirais, la possibilité de recourir à des marchés hors code, ou en dispositif hors code, puisqu'il y avait une exclusion d'un certain nombre de contrats recherche-développement en vertu de l'article 3 du Code des marchés publics. C'était la possibilité de recourir à des procédures telles que le dialogue compétitif, et pendant un temps au marché de définition, au marché de conception-réalisation. Donc il existait une batterie de dispositifs
procéduraux ou contractuels qui nous permettaient d'encourager donc l'innovation. Mais l'ensemble de ces dispositifs présentait néanmoins un inconvénient qui était celui de la phase de réalisation. Donc cet outil, en fait, c'est-à-dire la possibilité, excusez-moi, de pouvoir confier la réalisation de l'ensemble des recherches ou de l'aboutissement de cette phase de recherche à la même entreprise qui les avait menées. Donc le partenariat d'innovation donc traduit un peu une nouvelle orientation, une orientation de fond donc des directives communautaires. Alors ce que l'on peut dire en termes de définition, si on reprend la définition qui a été transposée dans le Code des marchés publics, je crois qu'on va avoir un premier sujet, qui est celui des conditions d'éligibilité de cette procédure. Alors pourquoi? Si on reprend la lettre en fait du décret, on nous dit que le partenariat d'innovation a pour objet la recherche, le développement, ainsi que l'acquisition des fournitures et des services de travaux innovants qui en sont le résultat. Alors évidemment, l'ensemble du dispositif va reposer sur le caractère innovant des besoins qui sont les nôtres. Alors, sur ce point-là, les précisions apportées par le Code méritent une attention particulière, parce que je pense qu'elles risquent de poser un certain nombre de problèmes, ou sinon quelques interrogations à l'ensemble des acheteurs publics, compte tenu de leur caractère général, puisque sont considérés comme innovants, au sens du présent article, nous dit le Code, les fournitures, les services et les travaux nouveaux ou sensiblement améliorés. Alors, sans être grand clair, je pense que cette disposition va induire un certain nombre de discussions, voire de contentieux, évidemment, puisque la procédure d'appel d'offres reste en tout état de cause la procédure de droit commun, que ce soit au niveau communautaire ou au niveau national. Donc peut-être que le point de vue de l'avocat sur ce thème sera intéressant. Oui, alors tout à fait Cyril. Oui, alors tout à fait Cyril. Là on voit très bien donc ce qui peut se passer. On a exactement les mêmes soucis à l'heure actuelle sur le marché de conception-réalisation où certains acheteurs ont tendance à vouloir utiliser donc ce marché parce qu'il présente un intérêt premier qui est donc le gain de temps, d'associer à la fois donc le maître d'œuvre et l'entreprise. Et on le sait tous, les conditions de recours à ce marché sont assez tendues. Et donc on a pas mal en effet de contentieux, où d'ailleurs on a un juge assez sévère qui nous rappelle toujours que les conditions sont dérogatoires. On l'a vu encore récemment avec les PPP également, avec l'annulation du PPP de la Cité du Surf, où on a donc le Conseil d'État et le juge administratif qui nous rappellent toujours que ces conditions sont dérogatoires. Donc c'est important, parce que nous allons tout de suite après présenter la procédure de passation donc, de ce marché d'innovation, qui donc présente en effet un intérêt majeur pour l'acheteur public, mais c'est important de bien insister sur le fait que c'est des conditions totalement dérogatoires et que bien entendu derrière le juge va exercer un contrôle très poussé sur les conditions objectives qui nous ont permis de recourir donc à ce type de marché. On peut déjà parier entre guillemets que les juristes vont beaucoup s'amuser à interpréter les mots de sensiblement amélioré. Il va y avoir de la bataille autour des Larousse et des Robert pour interpréter ce mot de sensiblement amélioré. Alors, pour revenir cette fois-ci plus sur la procédure, compte tenu du temps qui nous est imparti, d'abord, j'aurais une remarque générale, c'est que finalement, cette nouvelle procédure, cette nouvelle typologie de contrat, ressemble en fait à s'y méprendre à une typologie de procédure que nous connaissions, qui était l'étude de définition, qui a été sanctionnée, je le rappelle, par la Cour de justice des communautés européennes à l'époque, donc par une décision du 10 décembre 2009. Bon, on va retrouver finalement un schéma procédural, d'abord qui est très proche en fait de ce qu'on connaissait. Alors certes, l'encadrement des conditions d'éligibilité du partenariat d'innovation est ou sont plus, je dirais, serrés que ne l'étaient effectivement dans le passé les marchés de définition. Mais on retrouve quand même néanmoins un esprit qui était celui de cette typologie de contrat qui, rappelons-le, a été annulé. Alors d'un point de vue procédural, on est sur quoi? On est sur typiquement une procédure d'abord de type restreint, avec une phase de sélection des candidatures et une phase, je dirais, de choix des offres, qui fera la part belle, évidemment, à la négociation. Donc, le
peut-être la particularité en matière de candidature, ça va être évidemment la sélection des candidatures qui va devoir tenir compte, comme nous le précise en fait l'article 70.1 que vous voyez sur l'écran, qui nous précise que la sélection des candidatures va tenir compte notamment des capacités des candidats dans les domaines de la recherche, du développement, ainsi que dans l'élaboration de mise en œuvre de solutions innovantes. Donc, globalement, ne seront concernés, ou a priori, comme ça, que les entreprises disposant soit d'un service, d'un département en recherche ou développement, ou d'une branche, en tout cas, très orientée dans ce domaine. C'est-à-dire que concrètement, il est peu probable que cette procédure puisse être utilisée, ou en tout cas popularisée à beaucoup de sujets. D'ailleurs, ça sera un vrai sujet de savoir concrètement à quoi cette procédure va être, dans quel domaine cette procédure, hors recherche évidemment, et on voit tout de suite les établissements concernés, voilà à quoi ça sera destiné à proprement parler. Donc phase de candidature un peu originale, donc une phase 2, donc relative donc au choix des offres, qui va faire la part belle en fait à la négociation, donc avec la possibilité d'organiser en fait la procédure en plusieurs étapes, avec une sélection des candidats en fonction de ces étapes. Voilà, sachant que le code nous précise que la négociation pourra porter sur l'ensemble des éléments en fait de l'offre, donc à la fois des aspects techniques, mais aussi à la fois des aspects financiers. Une remarque particulière en fait dans le contrat, dans le partenariat d'innovation, c'est bien sûr le fait que celui-ci sera fait sur la base en fait d'une expression de besoin qui sera assez proche de finalement ce que l'on peut connaître en termes, je dirais, de dialogue compétitif, savoir un programme fonctionnel, même si aujourd'hui la réglementation ne précise pas en fait la terminologie, le nom, elle parle de document de consultation sans véritablement poser, sans véritablement arrêter une terminologie. Donc, voilà, on sera plus sur une description des objectifs, évidemment, plus que des spécifications techniques, bien évidemment. Donc les modalités de négociation seront précisées. Bon, on est sur une procédure plutôt classique de type négocié, donc avec un règlement de consultation qui précisera les modalités de cette négociation. Et puis, évidemment, une possibilité, on l'a dit, d'éliminer au fur et à mesure les candidats dans la vie en fait de la procédure. Une originalité, si je puis dire, la possibilité ou l'impossibilité ou l'interdiction qui sera faite au pouvoir adjudicateur de négocier l'offre finale. Donc il faudrait être assez prudent sur une négociation de dernière minute. Donc il faudra que sur ce thème, nous soyons assez rigoureux pour ceux d'entre nous qui l'utiliseront. Et enfin, donc oui, enfin c'est ce qu'on vient de dire, donc on passe sur le slide suivant. Donc l'originalité, et d'ailleurs, je pense que cette procédure fera la part belle je dirais, à l'imagination en termes contractuels. Donc vous aurez la possibilité, nous aurons la possibilité en fait de conclure plusieurs contrats de partenariat. C'est ce qui ressort en fait de l'article 70, tel qu'il a été transposé. Ces contrats de partenariat seront organisés en différentes phases. Une phase, pour résumer, qui sera consacrée à la conception à proprement parler, une phase consacrée au développement en fait, de la technologie concernée, et une phase qui sera consacrée évidemment à la réalisation, à l'acquisition. C'est ce en quoi je disais qu'on était assez proche finalement d'un marché de définition, puisqu'on retrouve finalement un peu les différentes étapes qui jalonnaient en fait cette procédure qui était utilisée largement en fait par les opérateurs publics. Donc voilà un peu pour l'organisation générale de cette consultation qui laisse finalement beaucoup de place à beaucoup de questions en termes d'organisation. Et donc, évidemment, place à beaucoup d'interrogations juridiques et de risques, bien sûr. Peut-être que, Antoine, as-tu une remarque sur la procédure où sont déroulées en termes de prestations intellectuelles? Oui, alors ce qui est intéressant d'un point de vue juridique en termes de procédure, c'est qu'on sait qu'on a beaucoup critiqué la procédure de dialogue compétitif à cause des problématiques de propriété intellectuelle.
Et là, donc, le texte a essayé clairement, en tout cas essayé, clairement de dire que l'acheteur public, et ça va être assez difficile, je pense, à mettre en œuvre concrètement, doit être totalement hermétique sur les transferts de propriété intellectuelle, c'est-à-dire que concrètement, lorsqu'on va rédiger ce fameux document de consultation, j'ose pas dire programme fonctionnel parce que le terme n'est pas employé, en tout cas quand l'acheteur public va rédiger ce document de la consultation, il devra surtout veiller à ne pas diffuser, entre guillemets, des bonnes idées qu'a pu avoir l'un des candidats, car c'est bien entendu là-dessus, je pense, que les candidats vont essentiellement faire attention et éventuellement, alors je n'ose pas encore parler de contentieux, mais en effet, il faut réellement que l'acheteur public reste neutre sur cette question. Et je pense que la rédaction des documents de consultation qui vont donc évoluer au fur et à mesure donc, de la procédure, cette rédaction ne va pas être évidente. Hein, cette neutralité à rédiger, alors là je me retourne surtout vers Cyril, car c'est lui, éventuellement si son ministère en lance ce type de marché, mais cette neutralité, enfin, elle est franchement pas facile à rédiger, car il faut faire avancer la procédure tout en restant neutre. Donc ce point-là, alors il est clairement précisé, mais la mise en œuvre concrète va soulever, à mon avis, pas mal d'interrogations. On est assez proche aussi des problématiques que vous pouvez rencontrer en matière de dialogue compétitif. Hein. C'est-à-dire avec les risques d'échanger les bonnes idées, ou en tout cas de vouloir les partager, ou de vouloir les agglomérer, les agréger avec celles des autres candidats. Donc ce risque qui existait dans le dialogue compétitif existera encore plus hein, dans la procédure d'innovation, sachant qu'ici, tout ce qui va être propriété intellectuelle sera probablement le cœur du réacteur, hein, au-delà des aspects procéduraux. Hein. Donc je pense que c'est une procédure qui sera intéressante, qui sera globalement limitée à quelques hypothèses néanmoins et à quelques opérateurs. Hein. Ce n'est pas une procédure qui pourra être utilisée très largement. Je ne suis pas persuadé que le ministère de la Justice, en tout cas dans les activités qui sont les miennes, le mettent en œuvre, sauf à développer une technologie particulière. Voilà. Mais le risque de propriété intellectuelle reste l'une des problématiques majeures hein, de cette procédure. Voilà. Et à toutes les phases, à toutes les étapes, hein, que vous soyez au stade de la conception, lorsque vous allez arrêter cette première phase, qu'est-ce que vous faites des résultats? Est-ce que vous les conservez? Est-ce que vous les laissez à l'opérateur? Il va falloir en fait introduire dans ces contrats ou en tout cas dans les caisses de la consultation un certain nombre de dispositions qui vont encadrer en fait hein, les transferts de droits de propriété intellectuelle à ces différents stades. Alors sachant que il faut quand même relativiser aussi les choses. Hein. Tous les partenariats d'innovation ne donneront pas lieu à forcément à naissance de droits de propriété intellectuelle ou industrielle d'ailleurs, hein, au cas d'espèce. Hein. On peut très bien imaginer que le partenariat d'innovation améliore sensiblement, je dirais, un mécanisme, un service, et qu'il ne donne pas lieu à naissance de droits de propriété industrielle ou intellectuelle. Hein, voilà. Donc une attention particulière sur cette thématique hein, au cours de la procédure. Effectivement, sera à faire. Ok, merci messieurs pour cette intervention. Est-ce que vous voulez aller plus loin ou sur la... Alors les prochaines étapes de la transposition, hein, puisque ça fait l'objet d'une question, on les a abordées un peu en introduction. On est dans cette première phase hein, de transposition des directives communautaires, directives qui recèlent finalement pas mal de choses, hein, extrêmement intéressantes, d'autres un peu plus contraignantes, je pense notamment à toute la question de la modification des contrats, hein, donc tout le régime finalement juridique aujourd'hui des avenants qui risque d'être un peu bouleversé, en tout cas évolué, hein, qui risque d'évoluer. Donc on est dans la première phase de cette vague de transposition. La seconde phase sera l'adoption probablement d'une ordonnance au cours du premier trimestre ou au cours du premier semestre, soyons prudents, de 2015 en matière de marché public. Et on verra à quel horizon seront transposés l'ensemble des dispositifs relatifs aux concessions, hein, qui constituera là aussi une évolution majeure. Bon, et puis évidemment, si on reprend le discours de Pierre Moscovici, donc du mois de mars de cette année, excusez-moi,
Effectivement, l'objectif ultime qui est poursuivi, c'est un peu le serpent de mer qui anime les règles de la commande publique, c'est celui évidemment de la codification de l'ensemble des règles. Bon, à venir, qui constituerait une troisième étape de cette transposition. Okay. Merci beaucoup. Avant de passer aux questions, juste pour vous dire si vous souhaitez aller plus loin sur ces questions, VK propose différentes solutions, notamment en termes d'édition, piloter vos marchés publics, et en termes de formation, répondre efficacement à un marché public. Alors, Monsieur Grenon, je crois savoir que c'est vous qui animez la formation répondre efficacement à un marché public. Si vous voulez nous en dire deux mots, c'est l'occasion. Cette formation, c'est bien une formation. Aujourd'hui, on avait un intérêt particulier au moment où de nombreuses règles changent et dans un contexte économique qui est particulièrement contraint. Voilà. Donc j'en dirai pas plus, mais l'intérêt d'une telle démarche est évident dans un contexte de mouvement comme le nôtre. Ok. Alors nous avons avec nous Frédéric Papon de chez Comundi qui va nous présenter le grand forum des marchés publics auquel vous participez, si vous voulez dire quelques mots, Frédéric. Tout à fait, bien sûr. Merci. Alors tout d'abord, je souhaitais remercier VK de nous avoir permis d'organiser en partenariat ce premier web séminaire Comundi secteur public. Donc les 1er et 2 décembre se déroulera une conférence d'actualité des marchés publics qui fera le point sur l'actualité réglementaire et pratique de l'année. Donc il y aura différentes interventions, donc bien sûr une intervention sur ce fameux décret et plus largement sur toute l'actualité réglementaire des marchés publics de l'année. Il y aura également des points sur l'actualité jurisprudentielle qui est toujours un moment fort de l'année. Il y aura aussi des retours d'expérience, de nombreux retours d'expérience, notamment un retour d'expérience sur l'achat d'innovation par le GCS Uni-Achat et leur conseil juridique. Nous aurons également une présentation du nouveau projet MPS Marché public simplifié et d'une collectivité pilote qui l'a mis en œuvre, donc qui pourra faire un premier bilan de la région Bretagne. Il y aura également un point sur la facturation électronique dans les marchés publics avec l'exemple de l'OPH des Vosges, Vosgelis, qui est historiquement à la pointe de la dématérialisation des procédures. Il y aura ensuite également une intervention du médiateur des marchés publics qui fera un point sur le bilan de ses actions et les chantiers en cours. Également un point sur la mutualisation de l'achat public et notamment une table ronde sur les centrales d'achat avec différentes centrales d'achat territoriales, nationales, sectorielles. Également un point très important et toujours très attendu sur la négociation dans les marchés publics avec une double approche juridique et économique avec un profil plutôt juriste et un profil plutôt acheteur. Et enfin, une intervention sur les politiques d'achat durable par le président du groupement d'études des marchés de développement durable de l'Observatoire économique de l'achat public. Pour en savoir plus sur ce programme, vous pouvez vous connecter sur notre site, donc comundi.fr, rubrique marché public, et vous recevrez également un lien pour télécharger le programme dans le message que vous recevrez après ce web séminaire, où vous retrouverez l'enregistrement de cette conférence. Également, je vous ai envoyé via le chat les liens vers les solutions VK et vers les formulaires d'inscription pour le grand forum des marchés publics. Donc, vous pouvez retrouver ça via la fenêtre de chat. On va commencer à traiter les questions donc de nos auditeurs. La première question de Timothée, peut-on faire un MAPA de partenariat d'innovation de moins de 4 000 € et donc avec une publicité très restreinte suivie d'avenants? Je ne sais pas qui souhaite répondre à cette question. D'abord, je crois que le partenariat d'innovation concerne des marchés à fort investissement en fait. Je pense qu'on est ici sur de la recherche et développement en fait, avec de l'investissement. On n'est pas tellement sur des procédures adaptées, des montants qui sont évoqués par notre auditeur. Alors après, vous savez, deux choses. Il y a l'objectif que s'est assigné le législateur en créant une procédure, et puis il y a ce que devient la procédure dans la vie opérationnelle. Alors peut-être que, effectivement, après quelques années de mise en œuvre de cette procédure, on assistera à des évolutions dans son application. Mais, in fine, en tout cas, au début, je ne suis pas persuadé que cette procédure puisse être mise en œuvre pour ce type de marché. En fait.
Peut-être que tu as une... Non, mais enfin, la question est assez pertinente parce qu'elle montre ce qu'on disait en introduction, c'est-à-dire que on l'a prévu dans un objet assez restreint, ce marché, d'ailleurs plus qu'une procédure, c'est avant tout un marché, mais que la pratique va faire qu'on va essayer en effet de le réutiliser peut-être un peu pour revenir à nos anciens marchés de définition finalement. Donc c'est là où il y a le risque peut-être, hein. C'est en effet la transformation de ce marché en marché de définition. Ok, merci. Une question de Sylvie. Pouvez-vous nous donner des exemples de recours au partenariat d'innovation? L'hypothèse, alors qui reste une hypothèse d'école peut-être d'un point de vue opérationnel, d'abord ça va être, je pense que seront premièrement concernés des établissements tels que le CNRS ou tels que les universités, je pense qu'on sera plus dans ces domaines-là. Ça pourrait concerner par exemple le ministère de la Justice pour, je sais pas moi, le développement d'une technologie particulière pour le suivi des détenus, des personnes détenues à travers un bracelet électronique qui mettrait en œuvre une nouvelle technologie. Ça pourrait être ce type de choses. Mais rappelons quand même que le partenariat d'innovation nécessitera en fait une absence totale en fait de solutions techniques sur le marché. C'est-à-dire qu'il faudra s'être assuré avant le lancement d'une telle procédure que rien n'est disponible sur le marché pour remplir le besoin et que nous devrons recourir à une société pour développer une solution nouvelle ou sensiblement améliorée. Alors là, évidemment, le débat s'ouvrira sur ce thème, mais voilà un exemple, hein, comme ça, à brûle pour point, de ce qui pourrait être mis en œuvre par le partenariat d'innovation. Hein. Mais je pense que c'est pas uniquement, et ce ne sera pas uniquement restreint à des aspects technologiques ou techniques. Hein. On peut l'imaginer peut-être aussi dans des services. Hein. Alors, puisque vous le savez, le partenariat d'innovation n'est pas limité en fait à une catégorie de besoins particuliers. Je vois bien également peut-être pour les centres hospitaliers, hein, pour la recherche médicale, on peut tout à fait aussi l'envisager. Je pense à certaines entités adjudicatrices en matière de transport, en matière d'énergie, qui vont donc, entre guillemets, je vais employer ce terme, s'associer avec des prestataires privés pour essayer de développer une solution innovante en transport, en énergie. Je pense que les entités adjudicatrices peut-être seront à la pointe de ce type de marché. Ok, alors, question de Bérénice. Avez-vous pu tester le dispositif marché public simplifié? À titre personnel, voilà. Au moins c'est rapide. Non, je n'ai même pas testé en tant qu'utilisateur, donc je ne fais pas partie de l'expérimentation. En fait. Je ne fais pas partie de l'expérimentation. En fait, J'ai bien compris, les fournisseurs ne déposeront les pièces de leur candidature sur le site officiel qui va être créé que si les RPC le prévoient. A contrario, si le RPC ne le prévoit pas, les fournisseurs devront les fournir dans leur offre dès le dépôt de celle-ci. Oui. Oui. C'est pour ça qu'on a parlé d'une innovation un peu à moyen terme. Il y aura plusieurs phases en fait. Pour l'instant, je pense que simplement certaines collectivités, on va dire, qui veulent lancer les tests, veulent jouer le jeu, mais à moyen terme, ça sera donc a priori la règle. Je crois que ça va être une évolution sur 12 à 24 mois. Enfin, peut-être que j'espère que ça ira plus. On est ici sur une évolution systémique. Donc, voilà. On ne va pas se faire comme ça du jour au lendemain, je ne suis pas persuadé. Il faut techniquement, on dispose de l'ensemble des bases, en tout cas des éléments. Enfin, voilà. Ok. Nouvelle question de Timothée. Les appels à projets ne pourraient-ils pas être passés sous forme de partenariat d'innovation? Petit smiley. Alors, de nouveau, enfin, c'est toujours un problème de vocabulaire. Hein. Il faut qu'on se mette d'accord sur ce qu'on appelle appel à projet. En fait. J'ai l'impression que notre auditeur Timothée donc essaie, mais il a raison, hein, donc de pousser, j'allais dire, à l'extrême l'interprétation de ce marché pour revenir de nouveau, franchement, à ce qu'on appelait les marchés de définition. C'est ça, oui.
Je pense qu'il faudra être prudent sur ce thème en fait. Hein. Le risque juridique est réel à l'utilisation de manière inappropriée de cette procédure. Hein. Il faut quand même regarder à l'esprit que c'est une procédure qui, d'une certaine façon, reste dérogatoire ou en tout cas conditionnée, hein, comme l'est le dialogue avec son corollaire il faudra être assez prudent, même si aujourd'hui, même si au demeurant les termes utilisés par le code sont relativement larges. Hein. Donc là-dessus, je pense qu'il va y avoir un contentieux, ou en tout cas des avis du Conseil d'État qui seront les bienvenus hein, pour nous éclairer sur le périmètre. Ce qu'il faut peut-être rappeler également, c'est qu'à l'époque, pour les marchés de définition et pour répondre un peu à la question de Timothée, ce qui est énormément critiqué, c'est en gros la faiblesse du premier marché par rapport au montant assez important du marché d'exécution qui finalement conclut. Pour répondre à la question de Timothée, c'est vrai que si on fait des appels à projets, finalement, en termes de montants sont assez modestes et qui aboutissent ensuite à se mettre entre guillemets avec un prestataire privé pendant de nombreuses années pour la mise en place en fait, d'un contrat qui, en termes du montant, représente un montant important. C'est là, en effet, on peut avoir un risque de détournement de procédure. Ok. Une question de Sylvie. Encore une fois, le contrat de partenariat est-il applicable en cas de découverte d'une nouvelle molécule médicamenteuse? Alors d'abord, c'est pas un contrat de partenariat, parce que moi aussi je fais souvent l'erreur. Donc c'est pas un contrat de partenariat au sens de l'ordonnance hein, tel qu'on l'entend. Il s'agit bien de partenariat d'innovation. Et oui, pourquoi pas, en matière médicale, en matière biomédicale, je pense que c'est certainement il y a plus approprié d'ailleurs. De nouveau, moi je pense que pour les CHU, enfin tous ceux qui sont hospitaliers, je pense que c'est un contrat qui peut prendre au milieu hospitalier. Ok. Non, moi je le vois bien dans le domaine de l'infrastructure. Ok. C'était la dernière question. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre intervention et pour vos réponses aux questions. Merci également à Frédéric pour cette petite présentation du Grand Forum des marchés publics. Merci à tous pour votre attention. Je suis désolé pour tous ceux qui nous ont envoyé des messages comme quoi le son était pas optimal. Malheureusement, on ne peut pas revenir là-dessus une fois la session lancée. J'espère que vous aurez quand même pu suivre avec attention le contenu de cette conférence. À bientôt pour de nouvelles webconférences. Et puis à tous une très bonne journée et un très bon appétit. Au revoir. Merci. Au revoir.